Ça fait plus de 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai accompagné plus de 400 entrepreneurs dans leur développement de leur présence en ligne et j'ai passé mes 48 dernières heures à identifier les plus gros problèmes, les plus gros red flags, les plus grosses erreurs que ces entrepreneurs font qui littéralement freinent, voire tuent un business de l'intérieur. Je vais te les partager dans cette vidéo pour que tu puisses les anticiper, voire même les corriger si actuellement tu fais une de ces erreurs. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que j'envoie du contenu value toutes les semaines. Et vraiment, ces erreurs, elles sont inévitables. Elles apparaissent tout le temps pour n'importe quelle typologie d'entrepreneurs qui débutent ou qui sont même confirmés. Et ça coûte pour la plupart du temps des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de ne pas corriger cette erreur ou de se voiler la face par rapport à cette erreur. On entre directement dans le concret avec l'erreur numéro 1 que j'appelle le syndrome du pansement. Il va y avoir une problématique et les personnes vont mettre un pansement sur une hémorragie. Donc vous l'aurez compris par rapport à la phrase, on ne peut pas mettre un pansement sur une hémorragie. Il y aura toujours du sang qui va couler. C'est comme remplir une baignoire avec un trou à l'intérieur. On aura beau remplir plus fort la baignoire, il y aura toujours ce trou qui va faire vider la baignoire. Je vais vous exprimer ça avec un exemple concret. On a Thomas qui a tout simplement une agence de marketing sur le web et qui vend des prestations avec un fees mensuel pour délivrer ses prestations. Ça peut être du media buying, du SEO, peu importe. Cette personne-là a un taux de churn de 40%. C'est-à-dire que 40% des clients arrêtent leur accompagnement chez Thomas. Et donc, ce qui est énorme dans une agence digitale. Donc, il a essayé d'identifier pourquoi il a ce taux de churn élevé. Et pour lui, la problématique de surface, c'était le prix. Il a tout simplement baissé son prix pour essayer de diminuer son taux de churn parce que les clients disaient que le prix était trop cher. Sauf que dans cette situation, il a mis un pansement sur une hémorragie. Et la vraie problématique, c'était pas le prix, c'était simplement la satisfaction client. Parce que tout simplement, un client qui est satisfait et qui a du résultat ne va pas arrêter son abonnement. Mais les clients trouvaient cette excuse du prix pour que ce soit plus facile. Donc, au lieu de corriger cette problématique, il a failli tuer son entreprise en baissant ses marges, en baissant sa rentabilité, en pensant qu'il allait signer plus de clients et que les clients allaient avoir une LTV, une lifetime value plus longue. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas et en fait, les problématiques restaient les mêmes. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement identifié les causes profondes du départ. Donc, pourquoi concrètement les clients arrêtaient leur abonnement. Il a essayé de vraiment aller en profondeur dans les entretiens d'offboarding pour identifier ces problématiques-là. Et suite à ça, il a tiré des éléments d'amélioration par rapport à son service. Donc, il a compris que ses process étaient mauvais. Il y avait un mauvais suivi client, c'est-à-dire qu'au niveau de la communication et des échanges de ses équipes avec ses clients, c'était mauvais. Donc, il a pu mettre en place des actions concrètes pour corriger le tir avec, par exemple, des réunions hebdomadaires 2 fois par semaine en visio de 30 minutes pour faire le point sur les actions en cours par rapport à son service et être certain que le client est satisfait et qu'il puisse mettre en place les actions correctrices si le client n'est pas satisfait. Donc juste cette petite action lui a permis de réduire son taux de churn de 2. Donc c'est en se concentrant sur les bonnes problématiques qu'on peut éliminer ce syndrome pansement et c'est souvent un des entrepreneurs qui prennent une conclusion trop hâtivement par rapport à un retour client. Donc il faut toujours challenger le retour, challenger ce qui se fait pour ne pas tomber dans ce syndrome-là et du coup prendre les mauvaises décisions par rapport à son business qui peut entraîner la perte et la chute du business. La deuxième erreur que je vais vous partager, c'est le syndrome Titanic. J'appelle ça comme ça parce que j'identifie cette problématique au fait que quand le Titanic coule, des serveurs vont réarranger les tables du restaurant. Alors que la grosse problématique en ce moment, c'est que le Titanic coule. Donc c'est en gros se concentrer sur les mauvais éléments et surtout se concentrer sur des tout petits détails qui ont un effet insignifiant par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre business. Je vais vous donner une erreur concrète que la majorité des entrepreneurs font quand ils débutent, c'est qu'ils vont passer 90% de leur temps sur la création de leur logo, la création de leur charte graphique, la création de leur site web, mais c'est pas ça qui va concrètement leur rapporter des clients. Au contraire, c'est un bon positionnement, une bonne offre irrésistible et aller capter les bonnes personnes au bon endroit. C'est ça où vous devez passer la majorité de votre temps au début. C'est se concentrer sur des détails insignifiants qui vont avoir un effet minimaliste par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Personnellement, j'ai fait mes premiers 10 000 € par mois sans avoir de site internet, de site vitrine. J'ai tout simplement vendu, prospecté. Je suis allé chercher les clients pendant plusieurs mois et ils ne me demandaient jamais un site internet, ils me demandaient plutôt des études de cas, des choses concrètes par rapport aux problèmes que je résolvais. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est pas d'avoir un beau logo, une belle typo ou un beau site internet. La troisième erreur, et celle-là,
je pourrais faire une vidéo complète sur cette erreur tellement elle est commune et elle est huge, c'est prendre des décisions en se basant sur les émotions. C'est par rapport à l'émotionnel que va vous générer une situation, vous allez prendre une décision qui en fait n'est pas rationnelle, qui n'est pas factuelle. Moi justement, j'essaye de baser toutes mes décisions sur des données, sur de la data pour être le plus rationnel possible et ne pas avoir d'émotionnel dans cette prise de décision. Une méthodologie toute simple pour prendre une décision rationnelle, c'est poser les choses dans un tableau de prise de décision. Ça va s'afficher à l'écran. Faire un tableau par rapport aux différentes situations que votre décision va générer. C'est-à-dire point positif de prendre la décision, point négatif de ne pas prendre la décision. Plus, moins, et identifier justement tous les éléments factuels, rationnels qui alimentent cette décision et mettre un score de points par rapport à chaque ligne. Grâce justement au volume de points, on va tout simplement pouvoir faire un calcul rationnel de OK, il y a plus de points de ce côté du tableau ou de ce côté du tableau. Je prends pas la décision ou je l'ajuste parce que ça va challenger votre esprit, ça va challenger la situation et ça va peut-être vous faire penser à des éléments que vous n'aviez pas pensé par le passé. Donc très important de prendre une décision par rapport au rationnel et par rapport au factuel, et je vous invite même dans les décisions difficiles que vous avez à prendre par rapport à votre business de solliciter des personnes extérieures à votre business, des personnes, des mentors, des conseillers qui vont pouvoir leur donner leur avis rationnel sur la situation parce qu'ils n'ont pas connaissance et n'ont pas le côté émotionnel que vous avez sur la situation. C'est des méthodologies que j'implémente moi au quotidien par rapport à mes décisions que je dois prendre et que j'ai déjà pu partager à énormément de personnes. La quatrième erreur que j'analyse souvent, c'est surtout dans les entrepreneurs qui commencent à scaler, c'est tout simplement ne pas rester sur les rails. C'est-à-dire que par peur de ne pas générer assez de chiffre d'affaires, de ne pas générer assez d'euros, ils vont dire oui à toute demande client. Je vous donne un exemple concret par rapport à ma situation. On avait un positionnement d'agence YouTube organique il y a 3 ans avec Numadeo et on avait pratiquement toutes les semaines des demandes de prestations YouTube Ads. Sauf que YouTube Ads, c'est une expertise qui est complètement différente du YouTube organique. J'aurais pu dire oui en étant avare d'argent et en voulant signer plus de clients, faire plus de chiffre d'affaires à ces personnes, qui aussi d'ailleurs me demandaient peut-être souvent des prestations de landing page, de site web, de machin. Mais en fait, ça aurait été contre-productif parce que ces personnes n'auraient pas été satisfaites de mes services parce que je suis pas un expert et j'ai jamais fait ça par le passé, de mettre en place des funnels d'acquisition, en tout cas à cette époque, de mettre en place des campagnes YouTube Ads, etc. 2 mois après la prestation, j'aurais eu des mécontentements, des clients pas satisfaits avec pas de résultats, qui m'auraient fait de la mauvaise publicité et qui auraient mal parlé de mon entreprise. Ça aurait été contre-productif à long terme, même si ça m'aurait généré du chiffre d'affaires à court terme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut processiser votre offre, créer une offre irrésistible par rapport à un segment de marché et une verticale, scaler cette offre-là au maximum jusqu'à atteindre justement un plafond. Une fois qu'on a atteint ce plafond au niveau du chiffre d'affaires généré, on peut penser à aller sur d'autres verticales, aller sur d'autres offres et challenger la base client qu'on a actuellement par rapport à leurs besoins. C'est important de se fier à des processus et de créer ces processus-là et ne pas s'éparpiller en étant avare, en voulant plus de chiffre d'affaires, en disant oui à tous les clients, à tous les prospects que vous avez dans votre pipe par rapport à n'importe quelle typologie de client. Vraiment, par expérience, ça peut que apporter du négatif derrière. Plus vous allez scaler, plus ça va être compliqué de livrer qualitativement vos clients. Je vous donne un exemple concret. À la boulangerie, vous n'allez pas demander une baguette de pain avec du Nutella. Vous allez à la baguette et vous achetez le Nutella, mais vous le faites chez vous. Donc restez vraiment droit par rapport à ce que vous avez défini dans votre offre et le delivery que vous avez dans votre offre pour derrière être sûr que vous puissiez scaler sur du long terme de façon qualitative. La 5e erreur que je vois tout le temps, c'est ne pas mettre en place des indicateurs de performance. On appelle ça des OKR. Je pourrais également faire une vidéo entière à ce sujet de mettre en place des OKR pour soi, pour son équipe, pour son business. Mais c'est tout simplement ne pas se mettre des objectifs en place. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tous les trimestres. Parce que faire des objectifs annuels, c'est hyper compliqué parce que le marché change tellement en 12 mois que les objectifs que vous allez vous mettre à 12 mois sont complètement décorrélés de la réalité. Donc c'est beaucoup plus challengeant d'avancer par trimestre parce que sur 90 jours, on a beaucoup plus la main sur ce qui se passe sur le marché et on va pouvoir beaucoup plus facilement pivoter par rapport à ces objectifs parce que vos objectifs vont driver les actions que vous allez mettre en place au quotidien. Donc mettez en place des indicateurs de performance, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est médiocre et qu'est-ce qui est middle pour justement vous challenger vous par rapport à vos objectifs et challenger aussi les équipes que vous avez en place. C'est hyper important, si vous ne le faites pas déjà, d'avoir des fiches de performance pour chaque employé par rapport à ses responsabilités et le challenger tous les trimestres par rapport aux objectifs que vous êtes mis en place. Et donc d'avoir cette découpe
Je suis grave satisfait si ça dépasse ce KPI. C'est bien si on arrive à là et c'est médiocre si on arrive à là. Donc voilà, mettez en place des KPI clairs et challengeants pour vous, pour votre business et pour vos équipes. Et n'avancez pas dans le brouillard tous les mois à juste être en réaction à ce qui se passe autour de votre business plutôt qu'en anticipation par rapport au cap et à la vision que vous avez posée. La sixième erreur, et c'est marrant, plus on avance cette vidéo, plus je me rends compte que chaque erreur peut être un sujet de vidéo à lui-même. J'ai tellement de choses à partager juste sur ces éléments-là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous voulez que je développe dans une vidéo longue avec une stratégie encore plus concrète sur comment résoudre ces erreurs-là. Et surtout, abonnez-vous, lâchez votre like sous cette vidéo. Hyper important pour moi pour le référencement, pour voir si ça vous plaît ce genre de contenu. En tout cas, moi je kiffe vous partager cette value. La sixième erreur, c'est la paralysie des petites tâches. C'est-à-dire que justement, quand on est en train de scaler son activité, quand on est en hyper croissance, on va avoir des tâches que nous, en tant que directeur d'entreprise, en tant que fondateur, on va continuer à faire petit à petit parce qu'on n'a pas l'expérience de la délégation, de la systémisation ou de l'automatisation. Donc on va continuer à faire des tâches opérationnelles dans son business parce que aussi par ego, on se dit que ça ne peut pas être mieux fait que par nous-mêmes. C'est nous qui avons l'expertise, mais croyez-moi, tout peut être délégué. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous pour faire la tâche en question. Et c'est pas pour rien qu'il y a même des personnes fondateurs d'une entreprise qui recrutent un CEO à leur place carrément pour run la boîte et être dans l'exécutif. Par rapport à ça, vous allez tout simplement lister chaque jour toutes les tâches que vous faites de quelle heure à quelle heure. Ces tâches-là, vous allez classer par rapport à une valeur. Quelle est la valeur de cette tâche à l'heure? 10 € de l'heure, 100 € de l'heure, 1000 € de l'heure, 10 000 € de l'heure. En fonction de ça, au bout d'une semaine, 2 semaines que vous avez fait ce tracking jour après jour, vous allez pouvoir identifier où part votre temps et quelles tâches vous allez pouvoir tout simplement déléguer, systémiser ou automatiser. Vous l'aurez compris, toutes les tâches à 10 €, 100 € de l'heure, ben vous allez pouvoir les virer et tout simplement identifier combien de temps vous passez chaque semaine sur des tâches à faible valeur ajoutée qui doivent être justement désormais retirées pour que vous ne travaillez plus dans votre business, mais sur votre business, sur la croissance de votre business tout simplement, plutôt que à être coincé dans l'opérationnel. Et c'est une roue de hamster qui est indéfinie. Je connais des personnes qui malheureusement ne prennent pas le recul et la maturité nécessaire par rapport à leur business, à leur entreprise pour se dire je délègue, j'arrête de faire cette tâche et je prends de la hauteur pour avoir plus d'impact et me concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. La dernière erreur que je vois très souvent sur des entrepreneurs qui sont très ambitieux et qui sont de base dans un profil plutôt rouge, c'est qu'ils ont tout simplement peur ou ils n'acceptent pas le feedback, que ce soit du feedback de personnes plus expérimentées que eux, comme des feedbacks de personnes moins expérimentées que eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre en compte ces feedbacks-là et ils vont être butés par rapport à leur vision. Ces personnes-là, c'est aussi eux qui vont dire, quand on leur fait ce feedback-là, ben non, moi je prends les feedbacks et j'adapte et je m'adapte. Non, c'est hyper compliqué sur du court terme, sur juste une vidéo YouTube, de faire comprendre à ces personnes-là qu'elles ne prennent pas en compte le feedback. Je voulais quand même la mentionner pour que vous puissiez peut-être identifier des personnes dans votre entourage et pouvoir tout simplement leur partager cet élément. Et quand je dis aussi des personnes qui sont moins expérimentées que vous, c'est tout simplement vos employés, vos salariés. Il faut prendre en compte leur feedback et les éléments qu'ils vous partagent pour adapter votre prise de décision et les éléments que vous allez pouvoir partager. Je vous donne un exemple concret. Nous, avec Numadeo, on avait un client où c'était vraiment horrible au niveau de la relation entre l'équipe et le client. C'est-à-dire que le client était très versatile, était très d'humeur changeante et justement influençait l'équipe par rapport à son changement d'humeur, etc. Et donc, l'équipe était tout le temps sollicitée, plus que les 35 heures par semaine, était à bout, entre guillemets, au niveau de leur temps de travail, au niveau de leur plaisir au travail, etc. Et envoyer justement des signaux aux fondateurs pour dire, ben, écoute, là c'est too much, même si le client voilà, nous paye X dizaines de milliers d'euros par mois, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Et en fait, on perd beaucoup trop de temps au quotidien dans ces échanges relationnels liés à l'humeur du client, qui est parfois irrespectueux, et on ne peut pas continuer dans ce schéma-là. Donc là, un entrepreneur qui n'a pas la maturité de prendre le feedback va dire non, c'est vous les fautifs, il faut s'adapter au client, on continue de délivrer, je ne m'assois pas sur cet argent-là, bam, bam, bam. Un fondateur qui a la maturité de prendre le feedback va prendre ces éléments, va identifier qu'est-ce qui est le plus rentable de faire entre garder le client et arrêter la collaboration avec ce client. Et tu mets avec le tableau de prise de décision
en plus que j'ai partagé juste avant au niveau de l'émotion. Ok, quelle est la meilleure décision à prendre? Et bien là, en l'occurrence, la meilleure décision à prendre, c'est d'arrêter la collaboration, de rembourser le client et de tout simplement mettre cette équipe sur d'autres projets clients qui, eux, sont beaucoup plus faciles en management, qui cumulés, en fait, au lieu de passer 100% de leur temps sur un client, pourront passer 100% de leur temps sur 5-6 clients et in fine, ce sera beaucoup plus rentable pour la boîte, pour l'entreprise, pour le bonheur des salariés de prendre cette décision-là. Voilà, j'ai essayé de vous partager un exemple concret par rapport à la peur du feedback et de ne pas accepter le feedback. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, n'hésitez pas à en parler avec d'autres personnes et à échanger et pour prendre la meilleure décision possible. Je sais que ces situations ne peuvent pas être simples. Donc ayez le courage de prendre ces décisions-là. Donc voilà, j'ai essayé de condenser au maximum chaque erreur. On pourrait passer 10 minutes, 15 minutes sur chaque erreur, sur un plan d'action concret à implémenter pour les éviter et les corriger. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur et que vous aurez identifié au moins une erreur que vous êtes en train de faire par rapport à la croissance et à l'hypercroissance de votre entreprise. Moi, au quotidien, ces erreurs arrivent dans mon business et je dois justement les gérer au mieux et c'est avec l'expérience que j'ai pu vous partager ces erreurs-là. C'est des choses que je vois aussi auprès de mes clients, plus de 400 clients qu'on a accompagné ces 4 dernières années, c'est certain que vous allez être confronté à ce genre de problématique. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes retrouvé, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube. J'envoie de la value toutes les semaines autour de la croissance du business, du marketing digital, etc. et l'acquisition de clients. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Salut!